La vie dans ce monde est imprévisible. On ne sait jamais combien de temps la personne que l'on aime pourra rester à nos côtés. Misaki a dit que la vie est comme un train et que chacun ne peut nous accompagner que sur une partie du trajet. Lorsqu'ils doivent descendre, il faut être reconnaissant pour les moments merveilleux qu'ils ont partagés avec nous. Si quelqu'un peut vous accompagner tout au long du voyage, vous devriez être encore plus reconnaissant. Avoir un partenaire jeune et vieux est une bénédiction, mais tout amour ne peut durer toute une vie. Certains partenaires quittent ce monde prématurément à cause de la maladie ou des accidents. Lorsque le conjoint n'est plus là, la maison devient vide, comme si la vie avait perdu son soutien. Cependant, peu importe à quel point c'est triste ou douloureux, le temps ne s'arrête pour personne et le défunt ne reviendra pas à la vie. Quand votre conjoint décède, il faut guérir tout en continuant à bien vivre votre vie. 3 personnes expérimentées partagent leurs histoires personnelles pour dire aux amis d'âge mûr et âgé que si votre conjoint part le premier, vous devez refuser de faire 3 choses pour vivre une vie décente dans vos années ultérieures. Ainsi, vos années à venir seront confortables et agréables. Plongez dans un chagrin excessif pendant trop longtemps. Imaginez perdre quelqu'un qui a été à vos côtés pendant la majeure partie de votre vie. Le vide est profond et les souvenirs peuvent être à la fois une consolation et une source de douleur intense. L'histoire de Calista est celle d'un cœur brisé et d'une résilience. À 67 ans, elle a fait face à la perte inimaginable de son mari et s'est retrouvée à un carrefour. Comment continuer lorsque la personne que vous aimez le plus est partie? Le parcours de Calista, du désespoir à la découverte d'un nouveau but dans la vie, est un témoignage de la force de l'esprit humain. Son histoire ne parle pas seulement de deuil, mais aussi de redécouverte de l'espoir et d'apprentissage pour revivre. Rejoignez-nous alors que nous explorons son récit émouvant et découvrez comment, même dans les moments les plus sombres, il existe une manière de trouver lumière et sens. Calista, 67 ans, a dit « Quand j'avais 64 ans, mon mari est décédé. Chaque fois que je me remémore le moment où il est parti, j'ai encore du mal à accepter. Pendant ces jours-là, j'étais comme un zombie, sentant que la vie n'avait aucun sens. De nombreuses fois, j'ai pensé que je pourrais tout aussi bien le suivre. Je pleurais souvent jusqu'à m'endormir, surtout la nuit où je ne pouvais pas dormir du tout. Regarder le grand lit double, où maintenant je suis seul, me rendait inévitablement triste. Mais chaque fois que je regardais nos vieilles photos, souriant si joyeusement, je pensais que je devais peut-être persister un peu plus longtemps. Mon mari n'aurait pas voulu que je vive ainsi. Peu importe à quel point j'étais triste, les larmes ne le ramèneraient pas. Alors, j'ai continué à être triste, mais à vivre bien, pour qu'il se sente apaisé dans un autre monde. Calista a finalement compris. En effet, la séparation entre la vie et la mort est la chose la plus triste au monde. Mais les défunts sont partis et les vivants continuent. Peu importe à quel point le passé était heureux ou les souvenirs étaient doux, on ne peut pas toujours rester ancré dans le passé et négliger la beauté présente et les espoirs futurs. Apprendre à aller de l'avant et à bien vivre dans le présent est non seulement un devoir envers soi-même, mais aussi une manière de laisser le conjoint décédé reposer en paix. Quand le conjoint part en premier, restez calme, réconfortez-vous, prenez soin de votre santé, gardez l'esprit clair et ne laissez pas le chagrin vous submerger. Ajustez lentement votre état d'esprit, retrouvez confiance et vivez une vie autonome et forte. Reprenez courage, mangez quand vous le souhaitez, dormez quand vous pouvez, promenez-vous dans le parc et flânez dans les rues. Ne dépendez pas des autres, apprenez à apprécier la solitude avec élégance et sagesse, en nourrissant votre monde spirituel et votre solitude comme en savourant un vin vieilli, appréciant votre vie sans fin. Quand la solitude vous pèse, contactez des amis, parlez de tout et trouvez de la joie dans la solitude. Ainsi, les années solitaires de plus tard seront encore agréables. Faire face à la perte d'un partenaire de toute une vie est l'une des expériences les plus difficiles que l'on puisse traverser. L'histoire de Calista souligne pourquoi il est si important d'en discuter et de comprendre ce sujet. Premièrement, son expérience montre que le deuil est une émotion universelle qui ne fait pas de discrimination par l'âge, l'origine ou la culture.
Elle nous rappelle que ressentir une profonde tristesse et solitude après la perte d'un être cher est normal et une expérience humaine partagée. Cette compréhension peut aider les gens à se sentir moins isolés dans leur deuil, sachant que d'autres ont traversé des luttes similaires. Deuxièmement, le parcours de Calista, de la désespoir à la découverte d'un nouveau but, souligne l'importance de la résilience. La vie peut apporter des changements inattendus et douloureux, mais son histoire montre qu'il est possible de se reconstruire et de trouver un sens même après une perte significative. Ce message est crucial car il offre de l'espoir à ceux qui traversent actuellement des difficultés. Il leur dit que, bien que la douleur puisse ne jamais disparaître complètement, il existe un chemin à suivre qui inclut la joie et l'épanouissement. De plus, l'histoire de Calista met en avant l'importance de prendre soin de soi et de sa santé mentale. En période de deuil profond, il est facile de négliger son bien-être. La décision de Calista de se concentrer sur sa santé, de trouver de la joie dans les petites choses et de se rapprocher de ses amis met en lumière des étapes pratiques qui peuvent aider d'autres personnes dans des situations similaires. Cela encourage les gens à prendre soin d'eux-mêmes, à chercher du soutien et à ne pas avoir peur d'embrasser à nouveau la vie. De plus, son histoire met en lumière le pouvoir des souvenirs et leur rôle dans la guérison. Calista a trouvé du réconfort en regardant de vieilles photos et en se remémorant les moments heureux passés avec son mari. Cet acte de chérir des souvenirs positifs peut être un outil puissant pour faire face à la perte, permettant de rendre hommage à ses proches tout en avançant dans sa propre vie. Enfin, l'expérience de Calista illustre l'importance de vivre dans le présent et de se tourner vers l'avenir. Elle nous enseigne que, bien qu'il soit naturel de pleurer et de se souvenir du passé, il est également essentiel de trouver de nouvelles sources de bonheur et de but. Cet équilibre est crucial pour vivre une vie épanouie, même après avoir traversé une perte profonde. En conclusion, l'histoire de Calista est un puissant rappel de la résilience de l'esprit humain. Elle nous enseigne l'importance de prendre soin de soi, le pouvoir guérisseur des souvenirs et la nécessité de trouver un équilibre entre honorer le passé et embrasser l'avenir. Son parcours offre de l'espoir et des conseils pratiques à tous ceux qui traversent le processus difficile du deuil. Trop dépendre de ses enfants pour le reste de sa vie. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la vie des parents âgés vivant avec leurs enfants adultes? Trouvent-ils du réconfort et du bonheur, ou cela mène-t-il à des défis inattendus et des peines de cœur? Dans notre histoire, Madame Amber, une veuve de 65 ans, partage son parcours émouvant de vie avec sa fille, avant de décider de vivre seule. Son expérience révèle une leçon puissante sur l'indépendance et la recherche du vrai bonheur dans vos années dorées. Restez avec nous pour plonger dans son histoire et découvrir pourquoi, parfois, la meilleure compagnie que vous puissiez avoir, c'est vous-même. Expérience de Madame Amber. Madame Amber, âgée de 65 ans, a déclaré « Après le décès de mon conjoint, j'ai vécu avec ma fille pendant de nombreuses années, et maintenant, je vis à nouveau seul. Au début, je croyais que le soutien mutuel entre parents et enfants était naturel. Je t'ai élevé quand tu étais jeune, et tu m'accompagnes dans ma vieillesse. Cependant, après avoir tout donné à la famille de ma fille, ce que j'ai obtenu en retour, c'était un mépris grandissant au fil du temps. Mon mari et moi étions tous les deux retraités. Je n'ai pas réfléchi à comment vivre seul, croyant que nous vieillirions ensemble, mais une maladie m'a pris mon mari, me laissant seul. Ma fille venait alors d'accoucher de mon petit-fils, et mon gendre m'a accueilli, disant que je devrais vivre avec eux et prendre ma retraite. J'étais reconnaissante de leurs conseils et de leur réconfort. En voyant mon petit-fils, je le considérais comme une réincarnation de mon mari, et lui consacrais tout mon temps et mon énergie en aidant aux tâches ménagères chez ma fille. Au début, ma fille et mon gendre me donnaient un peu d'argent chaque mois pour mes dépenses, mais ils ont arrêté par la suite car j'avais ma pension. À mesure que mon petit-fils grandissait, ma pension ne suffisait pas pour une famille de 4. J'en ai parlé plusieurs fois à ma fille, mais elle semblait impatiente, me donnant parfois un peu d'argent, mais feignant souvent d'oublier. Les personnes âgées parlent beaucoup,
et vivre ensemble mène inévitablement à des désaccords. Parfois, je ne pouvais pas m'empêcher de critiquer ma fille pour son manque d'économie, faisant des achats en ligne tous les jours sans mettre de côté pour les imprévus. Concernant l'éducation de mon petit-fils, ma fille et mon gendre le laissaient se développer naturellement, alors que je pensais qu'il fallait discipliner les enfants dès leur plus jeune âge. Au fil du temps, un fossé s'est creusé entre nous. Il me parlait avec moins de politesse et de respect. En réfléchissant à mes années passées chez ma fille, j'ai choisi de vivre à nouveau seul. Quand j'ai proposé de rentrer chez moi, ils ont dit qu'ils allaient me regretter, mais étaient évidemment heureux et soulagés. Il semblait que ma présence était un fardeau. Ils avaient besoin de mon aide quand mon petit-fils était jeune, mais maintenant, ils pouvaient se débrouiller seuls. À la maison, au début, je me sentais seule et oisive, plus occupée comme avant, et la vie était simple, mais je me sentais vide et perdu sans soutien émotionnel. Après un certain temps, j'ai appris à apprécier la solitude, redécouvert certains de mes intérêts, rejoint des cours de calligraphie et de peinture, ainsi que des groupes communautaires, ce qui m'a permis de me faire quelques amis partageant les mêmes idées. Mes journées sont épanouissantes. J'ai réalisé qu'une vie d'argent, de loisirs et de liberté était l'idéal que j'avais longtemps rêvé. Après le décès de mon mari, j'ai enfin vécu la retraite que je voulais. L'histoire de Madame Amber est un rappel puissant de l'importance de l'indépendance et de l'autonomie dans nos années d'or. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, beaucoup de gens se retrouvent confrontés au défi de vivre seuls après la perte d'un conjoint. Bien qu'il puisse sembler idéal de vivre avec des enfants adultes, cette situation apporte souvent des difficultés inattendues. L'expérience de Madame Amber met en lumière plusieurs raisons pour lesquelles il est crucial de maintenir son indépendance en tant que personne âgée. Tout d'abord, vivre avec ses enfants peut entraîner des conflits en raison de différences générationnelles. L'histoire de Madame Amber montre comment des divergences de point de vue sur l'argent, l'éducation des enfants et les habitudes quotidiennes peuvent créer des tensions. Ce n'est pas seulement un problème culturel, mais universel. Aux États-Unis, les familles rencontrent souvent des défis similaires, où le désir d'indépendance entre en conflit avec le besoin de soutien familial. Deuxièmement, le sentiment d'être un fardeau peut être émotionnellement éprouvant. Madame Amber s'est sentie non appréciée et même rejetée après des années consacrées à la famille de sa fille. Cette tension émotionnelle peut engendrer des sentiments de dévalorisation et de dépression chez les parents âgés. Dans la culture américaine, où l'indépendance est hautement valorisée, l'idée d'être un fardeau est particulièrement difficile à supporter. Troisièmement, trouver un épanouissement personnel est essentiel pour une retraite heureuse et saine. Même Amber a fini par découvrir la joie dans sa solitude, en redécouvrant ses loisirs et en se faisant de nouveaux amis. Cela met en évidence l'importance de poursuivre ses propres intérêts et de rester socialement actif, qui sont des éléments clés d'une retraite épanouie. De nombreux seniors aux États-Unis trouvent le bonheur dans des centres communautaires, des clubs et des activités de bénévolat qui offrent un sentiment d'utilité et d'appartenance. En conclusion, bien que vivre avec des enfants adultes puisse sembler une solution pratique pour les parents âgés, l'histoire de Madame Amber montre que l'indépendance conduit souvent à un plus grand bonheur et épanouissement. Encourager les seniors à tracer leur propre chemin et à maintenir leur autonomie peut mener à une retraite plus satisfaisante et digne. C'est une leçon qui résonne profondément dans la culture américaine, où la poursuite du bonheur et de l'indépendance est une valeur fondamentale. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Se précipiter pour trouver un nouveau partenaire ou se remarier. Envisagez-vous de trouver un nouveau partenaire ou de vous remarier à un âge avancé? Avant de faire ce pas, écoutez l'histoire de Madame Kelly. À 62 ans, elle pensait avoir trouvé la compagnie après le décès de son premier mari, mais elle a été confrontée à des défis inattendus et à des déceptions. Son expérience sert de mise en garde
pour quiconque envisage de se remarier à l'âge d'or. Rejoignez-nous pour explorer les risques et les réalités du remariage chez les personnes âgées à travers le parcours de Madame Kelly. Vous pourriez y trouver des idées précieuses qui vous éviteront de futurs regrets. Expérience de Madame Kelly. Madame Kelly, âgée de 62 ans, a déclaré « Ayant vécu 2 mariages, mon premier mari est décédé quand j'avais 53 ans. 3 ans plus tard, je me suis remariée, mais ai divorcé en moins d'1 an. Penser à mon second mariage me fait encore mal et m'énerve. Je veux partager mon expérience pour rappeler aux autres qui envisagent le remariage. À 50 ans, j'ai pris ma retraite, espérant voyager avec mon mari après sa retraite, rattrapant le temps perdu. Malheureusement, il est mort d'une maladie avant sa retraite. Après son décès, j'ai été en deuil pendant longtemps. Mon fils, me voyant si déprimé, s'inquiétait et voulait que je vive avec lui, mais je ne voulais pas l'embêter. Ils étaient déjà suffisamment occupés. Mon fils voulait alors m'inscrire à un groupe de voyage pour seniors pour me remonter le moral, mais je ne voulais pas le déranger. Alors je me suis inscrite moi-même à un cours de danse et de récitation poétique. Là, j'ai rencontré mon second mari, M. Gali. Au début, nous étions juste des connaissances. Un jour, je me suis tordu la cheville en descendant les escaliers. Monsieur Gali m'a immédiatement emmené à l'hôpital et s'est occupé de moi à la maison. Pendant ces quelques jours, je ne pouvais pas assister aux cours, mais il venait chaque jour pour m'aider. Peu à peu, nous nous sommes rapprochés. 2 mois plus tard, M. Gali a fait sa demande, disant qu'il m'aimait et qu'il voulait vivre ensemble pour un soutien mutuel. J'étais heureuse, mais je n'ai pas accepté immédiatement, disant que j'en discuterais avec mon fils. Mon fils ne s'y est pas opposé, mais a suggéré de rencontrer la famille de M. Gali pour voir comment ils étaient. M. Gali a accepté volontiers. Ce soir-là, les 2 familles ont dîné ensemble. Ensuite, mon fils m'a conseillé d'observer davantage et de ne pas me précipiter dans le mariage, mais je ne l'ai pas écouté, pensant que M. Gali était suffisant. Quelques jours plus tard, nous avons enregistré notre mariage et j'ai emménagé chez lui. Au début, tout se passait bien. Bien que je fasse toutes les tâches ménagères, cela ne me dérangeait pas, car je le faisais déjà avant. Les conflits ont commencé lorsque 3 vieux amis m'ont invité à voyager. J'ai accepté sans hésitation, mais M. Gali était mécontent, disant que personne ne ferait les tâches ménagères si je partais. Je me suis senti lésé. Est-ce que j'étais engagé pour faire le ménage? Ce jour-là, nous nous sommes disputés violemment. Il a dit des choses blessantes, insinuant que je ne valais rien sans le ménage. Pour la première fois, j'ai douté de ce mariage. À mon retour du voyage, les choses se sont aggravées. Le fils de M. Gali a divorcé, laissant un petit-fils avec nous. Au début, je m'en suis occupé comme si c'était le mien, mais il était gâté, difficile avec la nourriture, faisant des crises si mécontent. Après quelques jours, je n'en pouvais plus. J'en ai parlé à M. Gali, suggérant que son fils prenne le petit-fils. M. Gali s'est fortement opposé, disant « Tu n'es pas la mère de mon petit-fils, alors ne t'en mêle pas. Si tu ne peux pas le faire, reste à l'écart. » Je me suis senti extrêmement lésé, comprenant finalement que se remarier à cet âge est difficile. Il est dur d'être accepté par la famille du nouveau partenaire. Après des mois de souffrance, j'ai demandé le divorce car je ne pouvais plus vivre ainsi. Heureusement, le divorce s'est déroulé sans heurts. En réfléchissant maintenant, je pense que vivre seul peut être solitaire, mais c'est mieux que de gérer autant de problèmes. Comprendre les défis et les risques de se remarier à un âge avancé est crucial pour plusieurs raisons. L'histoire de Mme Kelly illustre les complications potentielles qui peuvent survenir lorsque l'on fusionne des vies à un âge avancé. Premièrement, les remariages tardifs impliquent souvent des habitudes et des points de vue profondément ancrés qui se sont développés au fil des décennies. Ces différences peuvent rendre la cohabitation harmonieuse difficile. Contrairement aux jeunes couples, les personnes âgées peuvent avoir plus de mal à s'adapter au style de vie et aux attentes d'un nouveau partenaire. Mme Kelly en a fait l'expérience lorsqu'elle s'est heurtée à M. Gali au sujet des responsabilités ménagères et des projets de voyage. Ces conflits peuvent entraîner un stress important et de l'insatisfaction. Deuxièmement, l'acceptation par la famille d'un nouveau partenaire peut être difficile à obtenir.
Les enfants et petits-enfants plus âgés peuvent avoir des routines et des attentes établies qu'un nouveau conjoint vient perturber. Dans le cas de Madame Kelly, le fils et le petit-fils de Monsieur Galli ont ajouté une tension imprévue à son nouveau mariage. Le manque d'acceptation et de coopération des membres de la famille peut créer un climat de tension et de ressentiment, rendant plus difficile l'épanouissement du mariage. De plus, la préparation émotionnelle est un autre facteur critique. Après la perte d'un conjoint, la solitude et la peur de l'avenir peuvent pousser quelqu'un à rechercher rapidement une compagnie. Cependant, cette précipitation peut conduire à négliger des signaux d'alerte potentiels. La décision rapide de Madame Kelly de se marier avec M. Galli, malgré les conseils de son fils de prendre le temps d'observer et de réfléchir, a finalement conduit à une déception et à un nouveau divorce. Une guérison émotionnelle et une évaluation attentive de ses besoins et attentes sont essentielles avant de s'engager dans un nouveau mariage. Enfin, les complications financières et juridiques sont fréquentes dans les remariages des personnes âgées. Des questions comme l'héritage, les décisions relatives aux soins de santé et le partage des biens peuvent devenir source de tension. Bien que l'histoire de Mme Kelly n'aborde pas ces aspects, il reste des considérations importantes pour toute personne envisageant de se remarier tard dans la vie. En conclusion, bien que la compagnie soit précieuse dans la vieillesse, l'expérience de Mme Kelly souligne l'importance d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse avant de décider de se remarier. Comprendre ces défis potentiels peut aider les individus à prendre des décisions éclairées pour des relations plus heureuses et plus stables. En conclusion, la vie après la perte d'un conjoint peut être extrêmement difficile, mais il est possible de retrouver la joie et l'épanouissement. En évitant un deuil prolongé, une dépendance excessive envers les enfants et la précipitation dans une nouvelle relation, vous pouvez créer une vie riche et significative pour vous-même. Prenez soin de votre santé, engagez-vous dans des activités qui vous rendent heureux et établissez de nouvelles connexions avec les autres. Embrassez votre indépendance et chérissez les souvenirs de votre être cher tout en vous ouvrant à de nouvelles expériences. Ces étapes peuvent vous aider à guérir et à trouver un nouveau sens à la vie. Rappelez-vous, la vie est précieuse et chaque instant compte. En faisant des choix réfléchis et en vous concentrant sur votre bien-être, vous pouvez prospérer même après une perte si importante. Les histoires de Calista, Madame Amber et Madame Kelly montrent que bien que le deuil soit une réponse naturelle, la résilience et le soin de soi sont essentiels pour aller de l'avant et trouver de la lumière dans les moments les plus sombres. 7 grandes choses sur le fait de vieillir. Nous ne pouvons pas séparer le vieillissement de la retraite. Nous vieillissons et entrons dans une phase différente de la vie. Lorsque nous sommes jeunes, il nous est difficile d'imaginer vieillir et nous nous concentrons souvent sur le négatif. Mais il y a beaucoup de choses positives à propos du vieillissement. Voici 7 points. Et j'aimerais entendre vos histoires sur la façon dont vous vous identifiez à cela ou ajouter des éléments que j'aurais pu manquer. Certaines preuves intéressantes concernent les jeunes qui ont des opinions négatives sur les personnes âgées. Ils entrent dans la vieillesse avec une attitude bien plus pessimiste que ceux qui sont plus ouverts au vieillissement. Il existe une dichotomie entre les opinions et les actions. Les deux ne peuvent être vrais. Un exemple concret est celui d'un homme que je connais, dans la cinquantaine, qui s'entraînait à la salle de sport. 2 jeunes hommes dans la vingtaine ont fait des commentaires négatifs sur lui, se demandant pourquoi il faisait cet effort. Je me demande comment cela influencera leur propre pratique sportive en vieillissant. 1. Je me comprends mieux. Je connais les types de travail qui jouent sur mes forces. Je me connais aussi mieux en tant que personne et je suis plus fidèle à moi-même. Je suis plus assertif sur ce que je veux et plus indulgent, comprenant que nous sommes tous humains, faisons des erreurs et disons parfois de mauvaises choses. 2. Je sais ce que j'aime. J'aime proposer des idées, inspirer les autres, avoir de la variété, du temps pour écrire et communiquer. J'adore voyager et j'apprécie ma vie diversifiée. En ce qui concerne le travail, il y a certains types de missions et de clients qui ne me conviennent pas.
Je suis plus confiant pour dire non. 3. Je connais le meilleur environnement pour moi. Je ne peux pas travailler avec du bruit et des distractions. J'ai besoin de paix et de calme. Je le dis aux gens. J'apprécie les clients qui savent me donner du temps pour réfléchir et ne s'attendent pas toujours à ce que je donne ma meilleure réponse sans réflexion. J'ai travaillé dans le passé avec du bruit extérieur et j'ai trouvé cela stressant. Je n'étais pas fidèle à mes besoins. 4. Je fais confiance à mon jugement et à mes instincts. Si cela ne me semble pas juste, je dis non. Et si cela me semble juste, je fonce. J'avais peur de le faire dans le passé, pensant que je devais être logique et analyser les faits. Mais parfois, on sait tout simplement. J'ai fait un grand changement de vie en restant fidèle à ce que je suis. 5. Je suis vivante. Je suis frustré quand les gens se plaignent de douleur et quand les personnes âgées disent qu'elles souhaitent être mortes. Je suis vraiment reconnaissante pour chaque jour que j'ai sur Terre, en pensant à ce que nous pouvons faire et à ce que nous avons déjà accompli. Nous passons à une autre étape de la vie et je veux être perçu comme sage. 6. Je peux vivre avec mes rides et mes petits défauts. Pourquoi nous comparons-nous à des personnes ayant plus de 20 ans de moins que nous ou à des célébrités qui dépensent tellement pour être belles? Toutes nos rides sont les signes d'une vie bien vécue. J'aime l'idée de paraître mon âge et d'embrasser mes 60 ans et plus. Nos corps changent et pour moi, il vaut mieux vivre et aimer la vie que de constamment s'inquiéter de ne plus rentrer dans une robe taille 38. 7. La sagesse. J'en ai parlé plus tôt, mais cela mérite un point à part entière. Nous apprenons tellement au fil des ans et nous pouvons continuer à en apprendre davantage. Nous avons des connaissances à partager, si elles sont souhaitées, et nous pouvons être plus réfléchis et indulgents envers ceux qui sont davantage guidés par leurs émotions. 60 ans, un nouveau départ ou une étape vers le déclin. 50 ans semblait être un tournant majeur, mais j'étais active. Je venais de me lancer dans des voyages aventureux et le travail était une partie centrale de ma vie. J'avais encore des années devant moi. Mais 60 ans sont une étape plus marquante. Je pense que 80 ans, c'est vieux, donc cela signifie 20 ans restants. Est-ce que je pourrais faire tout ce que je veux? Et si je n'avais pas 20 ans? Et si ma santé déclinait et que je me retrouvais incapable de faire les choses que je veux? J'ai des problèmes de genoux maintenant. Heureusement, ce n'est pas de l'arthrite. Mais tous les mouvements avec la danse ont conduit à des ligaments de genoux déchirés. Donc, je dois faire attention. J'ai laissé passer l'occasion de marcher sur le circuit de l'Annapurna. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses que je suis peu susceptible de faire maintenant, comme devenir pianiste de concert ou participer à l'émission The Island avec Bear Grylls à la télévision. Eh bien, si cela m'intéressait, je pourrais prendre des cours de piano et je pourrais probablement postuler pour l'émission. Mais il y a 10 ans, cela aurait été un défi fantastique. Alors pourquoi n'ai-je jamais postulé avant de ne plus ressentir l'envie de me dépasser de cette façon? En réfléchissant, j'ai parfois fait les choses juste pour prouver que je pouvais. Maintenant, je veux faire les choses que je veux vraiment faire. Je peux être plus fidèle à qui je suis. J'ai peut-être perdu un peu de ma forme physique et je dois faire attention à mon dos et à mes genoux à la salle de sport, mais je peux balancer une kettlebell de 20 kg, faire une flexion biceps avec 8 kg dans chaque main et tenir la planche pendant 1 minute x3. C'est plus que beaucoup, et pour moi, il est important de maintenir ma forme physique. Je suis passé d'un long mariage à un nouveau départ pour redécouvrir qui je suis. Je suis heureuse d'être à la fois seule et de faire de nouvelles choses. J'ai retrouvé la personne pleine de vie et sociable qui était en moi, juste cachée. J'ai fait de nouvelles amies et je n'en reviens pas de voir à quel point cela a été facile. Il est tellement plus simple de se faire des amis quand on est célibataire. C'est amusant d'avoir mes copines avec qui discuter. Les gens disent que je suis agréable à côtoyer et que mon enthousiasme est contagieux. Je choisis de faire ce que je veux et de dire non plus souvent. Moins question de répondre aux attentes des autres. Et plus de faire les choses que j'ai envie de faire. Dire non devient facile. Dire oui aux choses qui me plaisent est génial.
Changer d'avis, ça peut être bien aussi. J'écoute, mais je n'essaie plus de résoudre les problèmes des autres. Trop souvent, je suis intervenu, et cela a empêché les gens d'apprendre de leur situation. Je suis sur un chemin de découverte, et le processus de vieillissement ne me dérange pas. Je ne veux pas avoir l'air d'avoir 25 ans. J'ai un corps qui a vécu et qui me sert bien. Je semble heureuse dans ma peau. Je fais les choses que je veux et je porte les vêtements qui me plaisent. Si j'attends de perdre 5 kilos, vais-je jamais acheter de nouveaux sous-vêtements? Alors, je les ai achetés maintenant et je les porte tous les jours. Je connais mon propre esprit. Cette étape de la vie où nous envisageons la retraite sous toutes ses formes est un moment où nous pouvons abandonner les masques et être fidèles à nous-mêmes. Si nous ne le faisons pas, continuerons-nous à essayer de nous conformer? Et si nous le faisons, à quel prix? Une des choses que j'aime en vieillissant, c'est de réaliser que je connais mon propre esprit. La vie à venir est incertaine et je ne tolérerai plus certaines choses. Je laisse aussi beaucoup de choses derrière moi. Quand j'étais plus jeune, je m'adaptais pour plaire à mes supérieurs, me montrant comme une personne extravertie et proactive qui acceptait toujours plus de travail, restait tard, mettait le travail en priorité, tout cela par ambition et pour avancer dans ma carrière. Je pensais que si je ne retournais pas au travail dans les 3 mois suivant la naissance de mon enfant, et même en travaillant pendant mon congé de maternité, ma carrière en pâtirait. C'était en 1955. Avec le recul, je peux voir que tout aurait bien fonctionné. Il y a toujours une autre promotion, une autre opportunité et l'importance de la sagesse. C'est un avantage du vieillissement, avoir une vision à long terme des actions. Dans de nombreux domaines de ma vie, je fais ce que je veux. Je danse comme si personne ne regardait. Nous savons qu'ils regardent leur téléphone. Je vais seul à des événements si personne ne veut m'accompagner. Je parle à des inconnus et leur pose des questions. Je défends mes droits et je me plains, bien que de manière subtile et influente. Est-ce quelque chose que nous faisons tous? Atteignons-nous tous une étape où nous ne nous en soucions plus? Où nous ne nous retenons plus? Vous voulez m'inviter à déjeuner, à une fête, faire du shopping ensemble? Si j'en ai envie, j'irai. Mais si j'ai vraiment besoin de calme et de temps seul, je dirai non, et je ne me sentirai pas coupable. De la même manière, si mon ami ou mon partenaire ne veut pas faire quelque chose, c'est bien, je ne vais pas les culpabiliser. 20 avantages de vieillir. 1. Moins de peur de l'échec. Avec l'âge, nous devenons souvent plus résilients et moins effrayés par les risques ou les nouvelles expériences et appris à gérer les revers avec maturité. 2. Créativité accrue. Nos connaissances accumulées et nos expériences de vie nourrissent notre créativité, générant de nouvelles idées et solutions innovantes. 3. Intelligence émotionnelle renforcée. Avec le temps, nous régulons mieux nos émotions et développons de l'empathie, améliorant nos relations avec les autres. 4. Connexion profonde avec la nature. En vieillissant, nous trouvons souvent un réconfort et une paix dans la nature, appréciant sa beauté et ses activités en plein air. 5. Moins de pression sociale. Les attentes sociétales et la pression des pairs diminuent, nous permettant de faire des choix alignés avec nos valeurs. 6. Compétences en résolution de problèmes améliorées. Grâce à notre expérience, nous analysons mieux les situations complexes et trouvons des solutions pratiques. 7. Patience et tolérance accrue. La maturité nous rend plus patients et tolérants, favorisant une société plus harmonieuse. 8. Liberté vis-à-vis des normes sociétales. Nous nous sentons moins liés par les attentes, vivant plus authentiquement. 9. Apprentissage tout au long de la vie. L'âge apporte une soif d'apprendre, stimulant la croissance personnelle et intellectuelle. 10. Possibilité d'explorer de nouveaux loisirs. Vieillir offre du temps et l'opportunité de découvrir de nouvelles passions autrefois inaccessibles. 11. Compétences accrues en résolution de problèmes. Avec l'âge, nous pouvons devenir meilleurs dans l'analyse de situations complexes et la recherche de solutions pratiques grâce à la richesse des expériences vécues. 12. Gratitude accrue. En vieillissant, nous pouvons développer un profond sentiment de gratitude pour les bénédictions de la vie et les relations que nous avons, favorisant une vision positive de la vie. 13.
Plus de temps libre pour la réflexion. Avec la retraite ou des engagements professionnels réduits, nous pouvons consacrer plus de temps à la réflexion personnelle et à mieux nous comprendre. 14. Construction d'un héritage. En vieillissant, nous pouvons nous concentrer davantage sur l'idée de laisser un impact positif pour les générations futures, ce qui conduit à des actions et des décisions contribuant à un monde meilleur. 15. Réduction du matérialisme. Avec l'âge, nous pouvons privilégier les expériences et les relations plutôt que les possessions matérielles, ce qui mène à une vie plus épanouissante et significative. 16. Capacité à encadrer et guider les autres. Les personnes âgées peuvent servir de mentors et de modèles, guidant les jeunes dans leur croissance personnelle et professionnelle. 17. Paix intérieure et contentement. En vieillissant, nous pouvons trouver un sentiment de paix intérieure et de contentement issu d'une vie riche en expériences et en croissance personnelle. 18. Intuition accrue. Avec l'âge, nous pouvons développer un sens de l'intuition plus fort, nous guidant dans les décisions importantes et les défis de la vie. 19. Perspective élargie sur l'histoire et les événements mondiaux. En vieillissant, nous sommes témoins d'événements historiques, ce qui nous offre une perspective plus large sur le monde et son évolution. 20. Partage de sagesse. Les personnes âgées ont l'opportunité de partager leurs expériences de vie et leur sagesse avec les jeunes générations, laissant un impact positif sur la société. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.